citons. On a l'EMB, donc l'Office du lait en France. Donc l'Office du lait, la genèse qui vient de l'idée du Canada. Cet Office du lait est créé. Dans l'Office du lait, on veut mettre beaucoup de monde. On veut y mettre des consommateurs pour avoir une certaine ouverture de la part des consommateurs, c'est logique. On veut y mettre les laiteries, etc. Ça, je vous rappelle que c'est notre stratégie. Tout de suite, on a un truc qui remplace l'Office du lait, qui s'appelle le CNIEL. C'est un Office du lait. C'est l'équivalent d'un Office du lait. Un semblant d'Office du lait. Celui-là, nous, on veut le dynamiter. Mais, comme on va voir les ministres de temps en temps, on sait que pour le dynamiter, on ne peut pas le bombarder par en haut, il faut le miner par en bas. L'outil pour le miner, c'est l'Office du lait. Dans l'Office du lait, il faut avoir la main. Pour que les producteurs aient la main dans l'Office du lait. Comment je vais faire pour amener les consommateurs, ça doit pouvoir se faire, les laiteries. Comment je fais pour venir discuter avec les laiteries dans l'Office du lait. Parce que la situation tout à l'heure, pour l'instant, n'est pas trop mauvaise. Je mets là ce qu'on appelle une organisation de producteurs. On va l'appeler France Milk Board. Pourquoi Milk Board? Pourquoi un mot anglais? On évolue à la coordination, maintenant on commence à amener des mots anglais. Parce qu'on est rattaché à l'European Milk Board. C'est plus simple à comprendre, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, notre arme de guerre suprême, c'est France Milk Board. C'est notre capacité de regrouper les gens. Alors, il faut savoir, c'est que je me suis fait plumer dans mon département, parce que le ministre est venu, et quand le ministre vient, et qu'on est allé voir le ministre et qu'on parle à la presse, et ben, des fois les gens ne sont pas contents, on se fait plumer. Alors il faut que je vous explique comment que ça s'est passé. Donc on rencontre le ministre à la préfecture qui venait parce qu'il n'était pas venu au sommet de l'élevage. Donc il venait nous demander pardon, et nous expliquer qu'il travaillait pour nous, et il nous dit, et il le dit à la presse, je suis très heureux, parce qu'aujourd'hui, enfin, la loi européenne va autoriser les producteurs de lait à se regrouper. Je vous signale que c'est un projet qu'on avait déposé sur son bureau au moment de la grève du lait, qui correspond à ce que nous on souhaite. Je ressors, les journalistes me disent, alors M. Condam, vous en pensez quoi? Ah ben il dit, moi je suis content, parce que les producteurs de lait vont se regrouper. Ils auront le droit de se regrouper. Et je voulais effectivement dire ça, parce que moi, le message que je voulais faire passer à travers la presse, c'est de dire aux paysans, maniez-vous le crâne, vous regroupez, maintenant c'est bon. Le temps passe, et vous savez, on était le 17 décembre, moment précurseur du Père Noël. J'ai toujours un peu cru, ça m'a arrangé, donc ça nous redonne le moral pour cette période-là, c'est bon. Et arrive le 31 décembre au matin. Coup de téléphone de l'AFP. Monsieur Gondard, oui, le ministre vient de publier le décret. Ah, ben, je dis ça, c'est bien. Oui, le décret sur la contractualisation. Ah, et oui, après le Père Noël, le Père Fouettard. Ça a toujours été comme ça. Et je vous signale que moi, je suis passé au réel chez moi, entre le 30 et le 31 décembre, aussi par décret d'un brillant voisin qui s'appelait Charras, et qui avait à l'époque fait passer au réel en supprimant la transparence de tous les gens qui avaient plus de 60 ans. J'étais en Gaïque avec ma mère, elle en avait 60 et demi, badaboum, je me suis retrouvé au réel, encore dans la nuit du Père Fouettard. Donc j'ai commencé à avoir l'habitude. Quand c'est le 31 décembre, je me méfie. Donc, que faire? Ben, on regarde le décret. Observation du décret. Qu'est-ce qu'on y voit dedans?
par la loi, le décret, les producteurs devront signer des contrats avant le 1er avril pour attaquer la prochaine session laitière. Que fait ce décret? Ce décret, il entérine le principe unique de la suppression des quotas, de la mise en place d'un contrat signé par votre laiterie. Si on supprime le quota administratif, on maintient le quota réel. Ne l'oubliez pas. On vient de se faire déposséder pour la deuxième fois de notre droit à produire. La première fois de façon homéopathique, c'est-à-dire qu'on nous a dit bah, c'est les laiteries qui géreront. Et puis vous savez bien, quand vous alliez vous dire un peu plus de quota, ben, c'était la laiterie qui disait si elle en avait un peu ou pas. Déjà, elle avait ce privilège. Ensuite, on a vu les règles pour changer de laiterie, supprimer la totalité de la concurrence. Une complexité pas possible à tel point que les gars ils refusaient de changer de laiterie. Ça leur a permis de se regrouper, de se massifier, de grossir. Et puis après, on a vu arriver les contraintes où les gars qui voulaient changer de laiterie, il fallait qu'ils demandent la permission à la laiterie de départ et que la laiterie d'arrivée demande la permission à la laiterie de départ. On l'a vu ça, moi je l'ai vécu. Hein, et donc les paysans soumis pour pouvoir apporter leur lait à la laiterie. Si le quota avait été purement administratif, on aurait pu maintenir la concurrence à l'achat. C'est-à-dire qu'on aurait dit, moi j'ai 200 000 litres de lait, je t'amène mes 200 000 litres de lait, combien que t'en donnes? Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. On a fait tout ce qu'on pouvait pour mettre des problèmes pour que les gens ne puissent pas changer de laiterie. Et la production laitière des producteurs est devenue captive. Résultat des courses, le lait n'augmente pas. Sur 20 ans, le lait n'a pas augmenté d'un chou. Il a même baissé. C'est la courbe de la baisse. Tous les gains de productivité, chaque fois qu'on vous a donné du quota, c'était pas pour que vous gagniez de l'argent en plus, c'était soit pour vous faire investir, pour vous faire plus bosser, soit pour vous sortir de la panade parce que vous étiez en difficulté. Et jamais un agriculteur n'a gagné plus d'argent en faisant plus de lait. Ça se saurait. Et jusqu'à maintenant, où on va dans le trou. Hein? Donc, la seule solution, voilà ce que je dis, c'est aujourd'hui, ne pas signer le contrat. Alors le ministre a tout prévu, parce qu'il avait prévu peut-être la fronde. Donc il a dit, les industriels sont dans l'obligation de signer les contrats, de présenter les contrats. Alors hier, j'entends en Bretagne, mais il paraît qu'il y en a qui envoient des lettres recommandées. Alors le type, il a la trouille. Qui dit, j'ai reçu une lettre recommandée. Dans l'agriculture, il y a des gens dont on a peur, les huissiers, les lettres recommandées, et surtout chez les autres, à la coordination rurale, on commence à plus en avoir beaucoup peur. Mais il ne faut pas en avoir peur. Surtout quand on sait que la loi condamne la laiterie qui ne produira pas le contrat, qui ne proposera pas le contrat, à 75 000 € d'amende. Ah, j'aime mieux vous dire que 75 000 € d'amende contre le prix d'une lettre recommandée, les types, ils vont les faire, les lettres recommandées, et ils vont les envoyer. Même les laiteries, avec lesquelles vous êtes le mieux du monde, avec lesquelles ça se passe bien depuis des années, avec lesquelles vous êtes parfaitement heureux, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, vont vous envoyer le courrier. Parce qu'elles sont obligées de par la loi. Elles sont obligées de vous le proposer. Alors ne croyez pas que vous recevez ce type de lettre que c'est une lettre de menace. C'est simplement une lettre qui vous dit que la laiterie est obligée de vous le proposer, donc elle vous le propose. Vous n'êtes pas obligé de le signer. Ça n'est dit à nulle part. Alors on peut vous expliquer que finalement si vous ne le signez pas et si vous donnez le lait, si vous continuez de verser le lait à la laiterie le 2 avril, vous êtes toujours engagé. Alors on est là de toute manière dans les contrats commerciaux de base, et vous savez que quand vous avez livré pendant une certaine période, une certaine quantité, et que la laiterie vous l'a pris, c'est assimilable à une forme de contrat commercial de base, et qu'on ne peut pas vous abandonner comme ça. Je vous rappelle que les grands fournisseurs de la grande distribution font souvent des procès à la grande distribution, ou dans l'autre sens, parce qu'il y a une rupture unilatérale de l'apport ou de l'achat. Si demain Danone
décide d'aller dans une grande surface où il y avait 20 mètres de linéaire et leur dit, écoutez, vous m'enquiquinez, finalement, moi, je vous en mets plus, c'est une rupture de contrat, même s'il n'a pas été signé. Et la grande surface peut aller vers Danone et dire, moi, vous me devez tant, parce que vous, en retirant votre produit, vous m'avez fait perdre tant. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Ça, c'est du droit du commerce normal.